Et pour évoquer ces enjeux pour l'humanité, qui de mieux placé que celle qui fut 2 fois présidente du Chili et qui est désormais la haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme. Elle se joint à nous en direct depuis Genève pour une conversation qui se déroulera en anglais. Une traduction simultanée est bien sûr disponible sur le site, comme pour tout le reste de la journée. Notre invitée ce matin, celle qui nous fait l'honneur d'être avec nous, c'est Michelle Bachelet. Madame la haut-commissaire, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Le changement climatique est une crise globale qui élève le niveau de la mer, provoque des événements climatiques, fait changer les températures dans le monde. Quels sont quelques-uns des impacts que ces événements lents et rapides ont sur les droits de l'homme, les droits humains, surtout s'agissant de la mobilité humaine? Eh bien, merci beaucoup pour cette question, car il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas la relation entre le changement climatique et droits de l'homme. Ils pensent que le changement climatique, c'est une chose très importante, mais ils ne comprennent pas quel peut être l'impact. Il y a 2 choses que le changement climatique impacte: la jouissance d'un certain nombre de droits de l'homme fondamentaux, et cela amplifie les inégalités dans le monde. Le changement climatique a un effet important sur la mobilité humaine, par exemple, vous en avez parlé. Les gens peuvent bouger pour bien des raisons, mais bien sûr, les catastrophes comme les ouragans ou l'arrivée assez lente du changement climatique et de ses effets, par exemple, l'élévation du niveau de la mer, la désertification, les changements de température. Il y a des projets d'adaptation au changement climatique qui peuvent avoir un impact sur la mobilité humaine. Nous savons qu'aujourd'hui, et pas demain, je ne parle pas d'un avenir, aujourd'hui même déjà, il y a des gens qui vivent sur des îles où l'élévation du niveau de la mer les a obligés à déménager. Ils y vivaient depuis de très longues années et pour eux, c'est très douloureux. Par exemple, les pêcheurs qui vivent sur une île sont obligés de déménager, d'aller s'installer sur des terres où il y a de l'agriculture, mais ils ne sont pas des agriculteurs. Il y a de plus en plus de gens qui sont confrontés à cette situation et je crois que nous devons bien sûr écouter les populations les plus affectées, les plus impactées, afin de protéger leurs besoins et de les prendre en compte. Il faut également reconnaître l'effet du changement climatique qui peut forcer les gens à déménager aussi, mais ça peut avoir des impacts différents selon les catégories de population. La communauté mondiale a créé un cadre juridique important pour adapter cela. Par exemple, nous avons un pacte sur les migrations. Il faut bien sûr trouver les voies juridiques permettant de réglementer les migrations, les droits de l'homme, prendre en compte les droits de l'homme dans le domaine des migrations. Votre mandat est de promouvoir et de protéger les droits de l'homme dans le monde entier, mais aussi d'intégrer la perspective des droits de l'homme dans le système des Nations Unies. Comment appliquez-vous ce mandat pour promouvoir le droit à un environnement sûr et propre, aider les pays et les populations les plus touchées par le changement climatique? Eh bien, nous essayons d'intégrer la perspective des droits de l'homme dans toutes les agences des Nations Unies. La perspective est importante. Mais moi, personnellement, je suis très intéressée par les questions d'environnement. Au sein de mon gouvernement, je m'en suis beaucoup occupée. Nous travaillons également pour essayer de faire comprendre aux gens la relation entre changement climatique et droits de l'homme. Le changement climatique, l'environnement, les droits de l'homme, tout cela est lié. On a droit à un environnement durable, c'est prévu par la loi nationale. Il y a des politiques et des accords régionaux, mais au-delà de cela, il y a toutes sortes de droits de l'homme qui dépendent également de l'environnement, notamment le droit à la vie, le droit à l'alimentation, à l'assainissement, le droit à la culture. Donc, l'impact du changement climatique sur les droits de l'homme n'est pas égal. Souvent, les populations les moins responsables sont les plus touchées. Et les populations les plus responsables sont moins affectées. Parfois, il y a la pauvreté, la discrimination en fonction de l'âge, du genre. Il faut travailler avec toutes les parties prenantes afin d'aider les pays concernés à prendre en compte l'impact du changement climatique sur les droits de l'homme, les habitats naturels, respecter les droits de l'homme, le droit à un environnement sain. Cette année,
où l'an prochain, il va y avoir une résolution de l'Assemblée générale sur le droit à un environnement sain. Chaque année, 7 millions de personnes décèdent en raison de la pollution. Des enfants, notamment. Si vous utilisez, par exemple, un poêle à charbon, cela peut avoir un impact important sur la population. Nous aidons les parties prenantes à comprendre le lien qui existe entre droits de l'homme et environnement afin qu'ils puissent intégrer la perspective des droits de l'homme et les considérations y afférentes dans leur politique en matière d'environnement afin de promouvoir les défenseurs des droits de l'homme. Nous préconisons également un cadre juridique international renforcé qui reconnaisse clairement les liens entre droits de l'homme et environnement. Il faut également plus de négociations environnementales. Il faut protéger, donner voix au chapitre à ceux qui sont oubliés. Il y a l'agenda 2030, il y a l'accord de Paris, comme vous le savez. Nous voulons également promouvoir une approche basée sur les droits de l'homme. Il faut, par exemple, que l'on prenne des mesures d'adaptation ambitieuses qui soient inclusives et respectent les communautés affectées par le changement climatique. Les temps sont durs. Le monde est confronté à une crise sanitaire profonde liée à la pandémie de la COVID-19. Et d'après le GIEC, en même temps, nous ne sommes pas vraiment prêts d'atteindre cet objectif de 2 ou 1,5 degrés. Et nous n'allons pas non plus atteindre à temps les objectifs de développement durable. Compte tenu de toutes ces préoccupations, comment rester concentré sur la crise environnementale? Comment faire respecter les engagements? Il est très clair que nous vivons une période difficile. Beaucoup de pays ont consacré des ressources qui étaient prévues pour l'agenda 2030 pour répondre à la crise de la COVID-19. C'est très clair. Nous travaillons avec les institutions financières internationales pour aider les pays à avoir un certain espace budgétaire pour répondre à la crise de la COVID, mais par ailleurs, il ne faut pas cependant oublier l'agenda 2030 et la protection du climat, la lutte contre le changement. Nous savons qu'il y a un lien entre toutes ces crises provoquées par la COVID-19 et les crises environnementales. Nous le savons, la COVID-19 est une zoonose. C'est une maladie animale et qui est passé de l'animal à l'homme. En général, il s'agit d'animaux sauvages, d'animaux domestiques, mais ça peut passer directement de l'animal sauvage à l'homme. Il faut vraiment veiller à respecter la nature, respecter la biodiversité. Autrement, on peut avoir un vaccin, c'est très bien, mais on a eu Ebola, le MERS, le SRAS, on pourrait avoir d'autres zoonoses. Pourquoi pas? Il faut vraiment agir. La protection de l'habitat et de la biodiversité afin d'éviter la propagation de maladies de l'animal à l'être humain. L'exposition à un air pollué, bien sûr, augmente les risques. Vous savez que la pollution affecte vos poumons et les gens dont les poumons sont plus fragiles peuvent être impactés encore plus par la COVID-19. Les gens qui en meurent ont des conditions préalables. Donc, la pollution peut constituer un facteur de risque par rapport à un décès de la COVID-19. Donc, après la crise de la COVID-19, il faut mieux construire, mais construire plus vert. Nous ne voulons pas repartir comme avant. Il ne s'agit pas du tout de reprendre les choses comme avant. On avait un monde plein de disparités, d'inégalités, de pollution. Nous voulons vraiment avoir une économie plus inclusive, une économie plus verte, une économie plus durable, plus équitable, afin de nous préparer à bien répondre et même à prévenir les crises futures. La crise économique et sociale nous a bien sûr fait perdre du temps dans la réalisation de nos objectifs de développement durable, mais elle a également ouvert nos yeux au fait que nous ne pouvons absolument pas nous permettre de continuer à faire comme si de rien n'était. Il faut protéger la population et la planète. Il faut des bouleversements, notamment il faut
permettre, favoriser la participation de ceux qui sont les plus touchés par le changement climatique, ceux qui comprennent vraiment l'impact du climat sur l'environnement. Les gouvernements seuls ne peuvent pas faire cela. Les individus doivent jouer un rôle. Les entreprises, dans l'accord de la COP21, était très important. Quelles sont les responsabilités des entreprises dans le changement climatique? Comment est-ce que les entreprises peuvent jouer un rôle proactif? Comme vous le savez, les entreprises ont des responsabilités très claires énoncées dans les principes directeurs de l'ONU pour les entreprises et les droits de l'homme. Notamment, elles doivent respecter les droits de l'homme dans toutes leurs activités, notamment pour préserver le climat. Il faut trouver également des recours lorsqu'il y a des violations des droits de l'homme liées aux activités de l'entreprise. Parfois, ces violations sont accidentelles, mais ce sont quand même des violations des droits de l'homme et il faut que les entreprises remédient à cela. Les entreprises doivent faire de la due diligence à la fois pour les droits de l'homme et l'environnement pour comprendre dans tous leurs projets les effets potentiels de leurs activités sur les communautés affectées et l'environnement. Il faut que les entreprises travaillent avec les communautés locales pour prendre en compte la dynamique de genre et autres déséquilibres de pouvoir. Parfois, il peut y avoir des violations des droits de l'homme, des problèmes au niveau environnemental. Il faut que les entreprises prennent des mesures positives pour limiter les impacts potentiels. Au-delà de cela, les entreprises doivent promouvoir les droits de l'homme activement et la lutte contre le changement climatique. Elles peuvent travailler en étroite collaboration pour trouver des solutions avec les communautés locales. J'ai beaucoup rencontré d'hommes d'affaires. Nous sommes en direct et j'aimerais vous poser une question. Si vous avez un petit peu de temps, j'aimerais vous poser un certain nombre de questions de nos auditeurs, de nos spectateurs. Il y a une question notamment. Certains territoires et ressources naturelles peuvent être considérés comme un bien commun du fait de leur rôle dans l'écosystème, mais malheureusement, un grand nombre de ces territoires sont insuffisamment protégés. Comment est-ce qu'une approche fondée sur les droits de l'homme peut préserver les écosystèmes critiques? Eh bien, tout est lié et on le dit depuis longtemps, on le voit encore plus avec la COVID-19. Nous n'avons qu'un seul monde, une seule planète. Les actions que nous pouvons prendre peuvent avoir des conséquences importantes. Nous ne sommes pas tous également impactés par l'exploitation de ces ressources et de ces territoires dont vous indiquez qu'ils sont le bien commun. Les peuples autochtones, par exemple, ont souvent des liens traditionnels importants avec leur territoire et leur espace, la culture, le mode de vie, les éléments les plus fondamentaux, ce qu'ils peuvent manger, tout cela est très lié à leur environnement naturel. Ce qu'il faut faire, c'est préserver les droits de l'homme de ceux et celles qui sont les plus impactés par la restructuration. La participation des peuples autochtones va rendre la conservation plus efficace. Il faut préserver les écosystèmes critiques. Il ne s'agit pas de séparer, mais au contraire de reconnaître l'interdépendance. Il faut donner la possibilité aux gens de rechercher l'harmonie avec la nature pour promouvoir le droit à un environnement sain. Les États et tous ceux qui ont des devoirs doivent également faire un meilleur travail et prendre en considération les véritables coûts des actions de destruction de l'environnement. Nous devons vraiment mieux veiller à ce que ces coûts soient supportés par les entreprises responsables. Mais moi, je suis au gouvernement, j'ai été au gouvernement et je sais à quel point c'est difficile. Vous savez qu'il y a des décisions que vous allez prendre qui vont avoir un impact sur les gens. Si, par exemple, vous devez construire un barrage parce que on a un manque d'eau quelque part et vous avez besoin d'agriculture et d'eau. Et ceci va avoir un impact sur les populations. Vous allez devoir construire votre barrage là où il y a des gens qui habitent. Il faut évacuer ces personnes, les faire déménager. Et bien sûr, personne ne sera content de cette décision. Il faut réfléchir. Ce n'est pas toujours vos actions. En tant que membre du gouvernement, on a toujours des décisions difficiles à prendre, mais il faut travailler avec les collectivités locales pour trouver une solution, dire aux gens, eh bien,
bien, vous allez devoir déménager à cause de la construction du barrage, mais nous allons prendre telle et telle mesure. Et bien sûr, on ne peut pas contenter tout le monde. Parfois, il y a des décisions très difficiles à prendre et je suis bien placée pour le dire. Il faut vraiment que les entreprises parlent aux populations, travaillent avec les populations pour trouver la meilleure solution. Comme vous le savez, Madame le Haut-Commissaire va parler beaucoup d'énergie. Et ici, j'ai une question qui est vraiment au cœur de votre mandat. Comment l'accès à une énergie saine peut contribuer à la réalisation des droits de l'homme? Eh bien, moi, j'ai été au gouvernement lors de mon deuxième mandat. Lors de mon premier mandat, je n'en étais pas très consciente, mais la deuxième fois, je me suis rendu compte que nous avions vraiment une matrice énergétique qui était trop chère et pas très propre. Nous avons fait des changements formidables afin de produire d'autres types d'énergie. Je crois que c'est possible. Chaque pays aura ses propres règles. Dans certains cas, vous avez une énergie qui peut être éolienne, vous pouvez être une énergie marémotrice, l'hydroélectricité, tout dépend. Nous vivons dans un monde où les températures montent, des événements climatiques extrêmes, et il y a énormément d'effets dévastateurs de la pollution. J'en ai parlé tout à l'heure, 7 millions de personnes meurent chaque année prématurément de l'effet de la pollution atmosphérique. Par ailleurs, je suis pédiatre et un nombre exagéré de ces victimes sont de pauvres enfants. Il faut vraiment faire quelque chose. 90% de la population mondiale vivent avec un air malsain et dépendent de sources malsaines pour cuire leurs aliments, par exemple. Il faut vraiment un accès à une énergie sûre et durable pour vraiment permettre à chacun et à chacune de bénéficier de tous ces droits, notamment le droit à un environnement propre et à des sources d'énergie pérennes. Il faut vraiment améliorer l'accès à une énergie abordable afin de remédier aux inégalités. Il faut bien sûr réduire le fardeau qui pèse notamment sur les femmes, et les gens ont le droit de bénéficier de la science et d'applications scientifiques comme des technologies durables. Moi, je vais vraiment travailler avec les gouvernements, la société civile, le secteur privé pour améliorer l'accès à une énergie sûre et abordable. Tout dépend des pays parce que les alternatives ne sont pas toujours les mêmes. Parfois, c'est l'éolien. Ailleurs, ce sera l'énergie marémotrice. Parfois, ce sera l'hydroélectricité, mais tout est possible. Vous pouvez facilement changer la matrice énergétique pour faire en sorte que chacun ait accès à l'énergie. On a tous besoin d'énergie pour cuisiner, pour prendre un thé, pour chauffer l'eau du thé, mais on peut avoir des usages plus durables. Madame le Haut-Commissaire, je ne vais pas vous retarder, mais j'aurais une dernière question à vous poser. Je crois que vraiment nous devons entendre la réponse à cette question. Un de nos spectateurs dit que vraiment vous êtes au centre de questions très difficiles, de situations terribles. Et avec ce monde qui est confronté à des crises environnementales, sociales, sanitaires liées, compte tenu de ces problèmes, quelle est votre source d'espoir? Eh bien, je ne sais pas si vous connaissez l'archevêque Desmond Tutu en Afrique du Sud. Il dit que lui, il est prisonnier de l'espoir. Et je dirais que c'est un peu comme moi, car chaque jour, je suis confrontée, comme vous le savez, à des situations terribles. Et il faut bien que je sois prisonnière de l'espoir. Je ne peux pas abandonner, baisser les bras, je dois continuer. Mais je dirais que vraiment, nous sommes confrontés à des problèmes extrêmement difficiles, mais nous avons une capacité remarquable à élaborer des solutions. L'être humain
a toujours trouvé des solutions à des situations les plus difficiles. Quand je regarde dans le monde, quand je regarde les problèmes d'environnement auxquels nous sommes confrontés, ce qui m'encourage, ce qui me donne de l'espoir, c'est que les gens qui consacrent leur temps et leur énergie, leur vie à protéger l'environnement jouent un rôle très important. On voit par exemple des jeunes qui travaillent énormément. Nous avons des défenseurs de l'environnement qui sont très nombreux, des militants, des activistes. En Amérique latine, nous avons même eu un accord très important, l'accord d'Escazú, qui protège les défenseurs de l'environnement notamment. Je crois que les jeunes qui agissent pour protéger le climat sont très importants. Ils jouent un rôle très important pour notre avenir et le leur. Ils créent de nouveaux liens de solidarité mondiale. Un grand nombre des progrès que nous avons, des problèmes que nous avons sont mondiaux. Donc on ne peut pas absolument pas résoudre quoi que ce soit au niveau national. Ça ne fonctionnera pas. Nous avons vraiment besoin d'une collaboration, une coopération internationale. Ces jeunes agissent en ce sens. Ils inventent de nouveaux modes de militantisme, d'engagement. Ils essaient de promouvoir de nouvelles solutions, pas simplement pour l'environnement, mais pour créer un monde plus durable, plus pérenne, où la population et la planète peuvent coexister. Et nous allons continuer de préconiser le fait de donner la parole aux jeunes, aux autochtones, aux défenseurs de l'environnement, quelles que soient leurs origines, quel que soit leur âge, quelle que soit leur classe sociale. Ce sont vraiment des gens qui agissent pour un avenir plus durable pour la planète. Et je dois vous dire que personnellement, j'ai confiance à long terme. Je ne pense pas trop à court terme parce que la situation actuelle est difficile, mais je crois que l'humanité se relèvera et pourra résoudre ce problème. Il y a beaucoup à faire, car nous sommes encore très loin de nos objectifs. 2030, c'est dans 10 ans et nous devons agir maintenant, sinon ce sera trop tard. J'en parlais hier dans une autre réunion. En décembre, ce mois-ci, les États membres sont censés prendre des objectifs plus ambitieux afin de veiller à ce que nous avancions un petit peu plus vite, sinon ce sera trop tard. Bien sûr, l'espoir et l'ambition sont très importants pour nous tous aujourd'hui. Madame le Haut-Commissaire, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler aujourd'hui. Merci Alexandre, bonne chance et je vous souhaite un très bon événement. Michelle Bachelet qui était avec nous en direct depuis Genève. Je ne sais pas si vous l'avez entendu, mais c'est toujours très impressionnant quand on interviewe quelqu'un qui, au détour d'une phrase, vous dit alors non pas la première fois que j'étais présidente, la deuxième. C'est assez rare et ça en dit très très long sur l'immense carrière de cette femme politique.